Au point de vue canadien, on avait un problème parce que Toronto était violemment contre, comme il y a le Canadian National Exhibition tous les ans depuis 80 ans. Ils calculaient qu'eux avaient l'expérience que Montréal, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il fallait convaincre les Torontois. Il fallait surtout convaincre les États-Unis. C'est là que, comme technique d'information, moi, j'avais un budget assez important. On va inviter les journalistes de tous les endroits possibles des États-Unis à venir ici. C'est un journaliste sur l'emplacement, mais qui était peut-être à ce moment-là une mer debout, mais il y avait une petite cabane en bois qui avait été construite par les fabricants de bois. Et pour du scène, tu montais là-dedans, tu voyais un peu ce qui se passait à l'expo. Ensuite, on était sur le site quand c'est devenu marchable. Puis, bref, on créait un intérêt. Que le billet d'admission, ça peut être Admit One, tu sais, que tu déchires, tout ça. Ça peut être une pièce de monnaie, ça peut être ceci, ça peut être cela. Ça, c'est le passeport. Et moi, j'ai toujours attribué ce passeport à Beaubien. Puis c'est seulement qu'après l'expo, j'étais au Musée national. Puis il y a un gars qui vient me présenter ses credentials, une agence de publicité. Mais je dis, ça, c'est quoi dans votre sac? Il dit, c'est le passeport de l'expo. Je sais que c'est le passeport de l'expo, mais je sais que ça fait là. Mais Paul Brake, qui était la publicité, c'était lui qui était mon directeur adjoint là-dessus. C'était un gars de Toronto qui parle français, je vous l'ai déjà dit, très brillant. Puis il avait eu l'idée de demander pour un modeste cachet de 100 $ à des agences de publicité de leur suggérer une façon d'entrer à l'expo, un billet d'entrer à l'expo. Et c'est cette agence-là qui avait gagné. Mais ça avait été refusé à plusieurs reprises en disant, écoute, ton histoire de passeport, c'est bien beau, mais faire la photo du gars, prendre le temps de faire la photo du gars, avoir plusieurs pages à l'intérieur, en dessous, il ne faut pas que ce soit copié, donc un papier spécial, puis il y a ci, puis il y a ça, puis ça. Bref, il n'était pas question. Puis tranquillement, l'idée a fait son chemin, puis c'est ça qu'on a eu. Ce qui fait que non seulement les gens entraient à l'expo, mais ils se sentaient obligés d'aller dans les pavillons, même si ça ne les intéresse pas du tout, juste pour avoir l'estampille du pavillon de la Chine, le pavillon de ceci, le pavillon de cela. Alors ça a été très bon parce que ça a vraiment créé une atmosphère qu'on cherchait, mais qu'on n'avait pas trouvé, qui s'est trouvé à se trouver tout seul. Je pense que c'est celui qui m'a le plus impressionné, puis qui était très amusant, bien le fun, comme on dit. C'était la Tchécoslovaquie, qui était drôle, qui se voulait drôle, qui était... Le pavillon britannique également. Le pavillon britannique était très, très humoristique. Et il montrait comment ce qu'elles étaient. Il y avait des petites statuettes. Alors, tu sais. C'était intelligent. Tu sais, c'est des pavillons qui étaient attachants. La Tchécoslovaquie avait Galouchka, qui était le commissaire général de l'exposition, puis qui avait un très bon sens de l'humour, qui était drôle, puis c'était amusant. Là. Je sais qu'une fois, on l'avait invité à aller manger chez son père. Chez son père, c'était un restaurant de Montréal. Je ne sais pas si ça n'existe plus, mais qui était sur la rue Craig, près des journaux. Alors, les journalistes fréquentaient l'endroit. Puis à un moment donné, il a fallu qu'il déménage. Il a déménagé sur l'avenue du Parc. Puis il a apporté avec lui des décorations qu'il y avait sur la rue Craig, qui étaient assez minables. Tu sais, c'est des peintures naïves. Et Galouchka, de Tchécoslovaquie, on l'avait amené dîner chez son père. Puis il entre, puis il dit, je suis sûr qu'il y avait de très belles images, ça, mais comme vous saviez que je venais, vous avez voulu remplacer ça par des peintures socialistes. Et des horreurs, hein, ça.